Hello, hey, Mr. Righteous, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous et m'entendez-vous? Comment allez-vous, m'entendez-vous? Il y a une chose que vous allez beaucoup entendre ce soir, c'est mes éternuements et le fait de me moucher, car je suis malade. Je suis rentrée hier soir du NIF malade. Vous m'entendez? Parfait, merci.
Oui, du coup, désolé, j'ai tardé à refaire un stream pour la simple et bonne raison que du coup, j'étais peu dispo ces jours-ci et que je suis donc passée effectivement au NIF, donc le Neuchâtel International Fantastic Film Festival en Suisse, pour animer une table ronde. Et c'était très cool. C'est un festival que j'aime beaucoup. Je fais juste une petite parenthèse là-dessus. Un festival que j'aime beaucoup, dans lequel j'ai eu la chance de faire partie du jury de la critique il y a 2 ans. Et donc là, j'ai eu l'encore plus grande chance d'être réinvitée pour animer cette table ronde. C'est un festival que je trouve excellent. Alors déjà, Neuchâtel, c'est une charmante, très très charmante petite ville, c'est très joli. Et l'ambiance du festival est géniale avec énormément de gens talentueux, extrêmement sympathiques, accueillants, voilà. Et donc c'est sympa parce que comme la ville est pas très grande, que le centre on peut tout faire à pied, bah vous voyez c'est le genre de ville où du coup le festival a un petit peu des espaces partout, où on peut aller d'une salle à l'autre, d'un lieu du festival à l'autre. En marchant 5 minutes et en se baladant dans la ville, donc c'est très chouette. Et, et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus. Ah oui, là où je trouve que c'est un festival particulièrement même admirable, j'aurais envie de dire. Salut Rigop, salut Pesto Rosso. C'est que, en fait, c'est un festival qui fait l'effort à côté de la projection de films, qui est déjà quand même. Il passe énormément de films parce qu'il passe des films récents qui sont sur le point de sortir ou qui n'ont pas encore de distributeur ou quoi, donc de l'actualité quoi. Euh, et aussi énormément de rétrospectives. Donc vous pouvez y voir des films de toutes les époques, vous avez la chance de pouvoir y redécouvrir certaines de vos pépites favorites d'horreur sur grand écran, enfin d'horreur ou de genre en tout cas au sens large. Donc déjà ça c'est génial en termes de programmation de films, mais ils font aussi l'effort en parallèle de ça de proposer des thématiques et des conférences, des tables rondes, des activités, même parfois il y a des choses qui sont moins scolaires, mais qui sont plus sur la découverte de nouveaux médias ou ce genre de choses, ou d'expériences en réalité virtuelle ou que sais-je. Et de proposer ça en parallèle de la programmation avec des thèmes qui sont mis en avant et des problématisations. Donc là, par exemple, la table ronde que j'animais, à laquelle je participais, le thème c'était sur la rétrospective Eat the Rich. Donc c'était pas donc manger les riches, c'était pas la seule thématique du festival, pas du tout, mais en tout cas il y avait toute une programmation de films qui était sur le thème Eat the Rich, donc un peu la lutte sociale à travers la dévoration, ou pas forcément d'ailleurs, mais des choses qui s'en approchent dans le cinéma de genre. Et donc il y avait une table ronde pour venir compléter un petit peu cette partie de la programmation du festival. Donc table ronde que j'animais, et les deux invités c'était Nora Boazzouni, que vous connaissez peut-être, qui est une journaliste spécialisée dans les séries, mais aussi le cinéma, et dans l'alimentation, et qui a écrit un livre qui s'appelle Manger les riches, donc voilà, elle était très adéquate pour ce thème, et Sophie Serrano, qui est une experte en criminologie, et qui étudie aussi certaines classes de riches. Donc voilà, c'était intéressant, j'étais très contente de pouvoir repasser dans ce festival. Seul problème, c'est que, en fait, j'y suis allée mardi, et je suis repartie mercredi, enfin hier, donc c'était extrêmement court, donc j'ai pas eu le temps d'y voir grand chose. Merci Arma Coral pour le follow. Arma Coral, oh. J'y suis restée très peu de temps, alors que la programmation. Il y avait tellement de films que j'avais envie de découvrir. Alors certes, il y avait des films que j'avais envie de voir en rétrospective, certains que je connaissais pas, et d'autres que j'adore, mais que j'ai jamais eu l'occasion de voir sur grand écran, donc j'aurais adoré les voir, et d'autres que j'avais trop envie de découvrir, et notamment, je sais pas si parmi vous, salut Well, il y en a qui étaient là pour la Watch Party Caveat, le dernier film qu'on a regardé ensemble pour la Watch Party, Watch Party et Watch Party Shadows. Et donc Caveat, c'est un film que j'aime beaucoup, un film de fantôme que je trouve très très chouette, et qui est le premier long métrage d'un réalisateur dont j'ai évidemment tout de suite maintenant oublié le nom, son premier long métrage. Et donc j'avais vu au moment de cette watch party, qu'il avait un autre projet. Merci Wells pour l'abonnement, bravo, merci, tu es une très belle chauve-souris. J'avais vu qu'il avait un autre projet de long métrage qui était tourné, mais évidemment sans date de sortie, sans indication de quoi que ce soit, de est-ce qu'on pourrait le voir un jour quelque part, en France ou que sais-je. Et là, je regarde le programme du NIF en y étant, et je vois que quelques jours avant que j'arrive, ils l'ont passé. Donc le film qui s'appelle Oddity, qui a un super pitch d'une nana qui est médium et qui veut enquêter sur le meurtre de sa sœur. Elle est médium, aveugle ou muette, je me rappelle plus. Et c'est un mannequin en bois qui va l'aider, une sorte de mannequin soit maléfique, soit enchanté, soit je ne sais pas, qui va l'aider à retrouver le corps de sa sœur ou quelque chose comme ça. Donc ça ressemble un petit peu déjà à ce qu'on voyait dans Caveat. Mais bref, j'avais hyper envie.
Mais donc j'ai pas pu le voir. Tout ça pour vous dire que le NIF c'est un super festival et que aussi j'espère que Audity on aura la chance de le voir dans d'autres festivals ou d'avoir d'autres moyens de le découvrir parce que bref j'ai très très hâte. Euh, Quatrième mois d'abonnement, Well Well Wells, merci beaucoup, écoute. T'es un pilier maintenant, des piliers de la chaîne. T'es comme les meubles. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Longlegs, qui est un thriller horrifique, ou même film d'horreur, je pense qu'on peut dire, même si on pourra en débattre. Il y a certaines personnes qui disent que oui, finalement, c'est pas tant un film d'horreur. Moi, je pense que si, mais bon. Donc, qui a été très attendu parce que il a bénéficié d'une super campagne de promo, très efficace. Donc, thriller réalisé par Oz Perkins avec Maika Monroe dans le rôle principal et Nicolas Cage dans le rôle du tueur. Alors, attendez, je vais vous mettre, voilà. Non, pas ça, ça. Je vais laisser défiler le diaporama comme ça, pour une fois, j'oublierai pas de passer les photos. T'es encore un nourrisson, 4 mois, c'est très jeune. Oui, c'est vrai, c'est très jeune. Mais sur Twitch, c'est pas si jeune. Euh, donc, Longlegs, c'est un film donc réalisé par Oz Perkins, comme je le disais. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des films de Oz Perkins. C'est quelqu'un qui n'en est pas à son premier long métrage, loin de là. Ah bah écoutez, avant de partir sur les détails du réalisateur, du casting, etc., je vais juste simplement vous lire le résumé Wikipédia pour que vous sachiez un petit peu de quoi parle le film, sachant que si vous êtes là, avec un peu de chance, vous avez eu l'occasion de le voir hier soir ou aujourd'hui, ou alors vous vous en fichez des spoilers, parce que je rappelle que sur ces critiques live, on spoil, parce que le but c'est de pouvoir parler du film dans son ensemble, et de pouvoir rentrer dans les détails de toutes les séquences si on en a envie, donc il y a des spoilers. Rappelle que si ça vous dérange, le replay de ce live sera disponible une quinzaine de jours sur Twitch, et qu'après il sera mis sur YouTube de toute manière, donc voilà, vous pouvez très bien partir, aller voir le film et revenir voir le replay quand ça vous chantera. Bref. Tu l'as vu, Rigop? Ah bah écoute, bravo. Donc, pour le résumé, donc de quoi ça parle? Alors, Lee Harker, donc elle s'appelle Lee, L-E-E, Lee Harker, qui est jouée par Maika Monroe, nouvelle recrue du FBI, se voit confier une affaire non résolue sur un tueur en série. Son enquête se complexifie avec la découverte de preuves liées à l'occultisme. Lee va par ailleurs découvrir qu'elle a un lien avec le tueur et va tout faire pour l'arrêter. Déjà, vous pouvez commencer à vous dire que ça... Non, avant de partir là-dessus, écoutez, je le note juste qu'il faut que je vous parle de ça juste après. Hop, pour pas oublier, mais voilà, je reprends les choses dans l'ordre. Donc le réalisateur, Oz Perkins, c'est un réalisateur américain qui a réalisé... j'ai raté un abonnement. Merci Pestoroso pour l'abonnement, désolé, je suis en train de m'éparpiller complètement. Merci beaucoup. C'est exactement là-dessus qu'on va revenir, Well Well Well, c'est absolument un côté Silence des agneaux. J'ai envie de vous en dire, de vous en parler un peu plus longuement de cet aspect-là, donc on y reviendra. Oz Perkins, je vérifie juste que je me trompe pas sur la nationalité du réalisateur, effectivement, il est américain. Donc Oz Perkins a réalisé d'autres films que vous avez peut-être vu. Donc un qui s'appelle February, qui est sorti en 2015, que moi je n'ai pas vu. En revanche, j'ai bien vu I Am the Pretty Thing That Lives in the House, qui est sorti en 2016. Alors, aux dernières nouvelles, il était dispo sur Netflix. En tout cas, moi j'ai vu sur Netflix il y a quelques années. Je sais pas s'il y a encore, mais il y a de grandes chances, il me semble que oui. Il a aussi réalisé Gretel et Hansel en 2020. Et donc voilà, aujourd'hui Longlegs, et il a un projet qui s'appelle The Monkey, qui est adapté de Stephen King et qui arrivera a priori en 2025. Donc pour avoir vu 2 de ses films précédents, à la fois j'attendais Longlegs et je le redoutais aussi, parce que I Am the Pretty Thing That Lives in the House, c'est un film avec Lucy Boynton. Je trouvais que... Donc c'est un film de fantôme d'une... Alors ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, donc je connais plus les détails, mais en gros c'est une nana qui, je sais plus pourquoi, passe du temps dans une maison hantée et dresse des parallèles entre sa vie et l'âme d'une nana qui est morte dans cette maison. Enfin bon, c'est une histoire de fantôme, de présence qui hante, mais en même temps qui est pas terrifiante, de présence un peu évanescente, mélancolique comme ça, et de parallèles qui se font entre le passé et le présent. Mais c'est un film qui ressemble vraiment à une rêverie. Et comment dire, ça ressemble vraiment à une rêverie, mais en fait ça manque cruellement d'une colonne vertébrale, dans le sens où on sent à ce moment-là que l'idée du réalisateur c'est de faire de belles images et de créer une belle atmosphère, mais en termes de rigueur scénaristique c'est pas du tout là.
Et en fait, Os Perkins, c'est lui qui scénarise tout le temps ses films, à part Gretel et Hansel, on va y en reparler. Mais February, I Am the Pretty Thing That Lives in the House et Longlegs, c'est lui qui les a scénarisés. Et pourtant, on sent que vraiment, il y a une sorte de flemme de l'écriture chez lui. Je trouve qu'il se sent, qu'il se ressent. Alors si ça se trouve, lui il dirait que pas du tout et qu'il adore écrire et voilà. Mais l'écriture de ce film est quand même très souvent bancale ou insuffisante parce que je pense qu'on peut faire un chef-d'œuvre en privilégiant très largement l'image, l'esthétique, etc. et en ayant un scénario en surface, a priori, assez peu conséquent. Mais dans ces cas-là, il faut que vos images elles soient signifiantes, et il faut qu'elles soient suffisamment riches et pleines de sens pour qu'en fait elles soient le scénario, pour qu'en fait elles racontent l'histoire par elles-mêmes. Le truc, c'est que dans I Am the Pretty Thing That Lives in the House, il faudrait que je le revoie, mais pour moi c'était pas le cas quand même, ça suffisait pas, et on avait vraiment un film qui finissait par être chiant. Alors, il pouvait avoir le côté un peu berceuse, un peu on se laisse porter dans cette espèce d'univers de fantômes où tout est un petit peu mélancolique et vaporeux. Et en fait, non, c'était juste chiant. Et au bout d'un moment, on se dit, ouais, c'est un peu facile de faire des images comme ça, toutes vaporeuses et tout, pour ne rien raconter derrière. Enfin, raconter un peu de choses, un minimum, oui, d'accord, mais quand même, ça cassait pas trois pattes à un canard. Et du coup, je me disais, ouah, c'est vraiment de l'esbrouf, ce film, c'est un peu de l'arnaque. Gretel et Hansel, il y avait moins ce problème. Il y avait quand même ce problème, mais il y avait moins ce problème parce que pour le coup, c'est le seul de ces films qui a été scénarisé par quelqu'un d'autre qui s'appelle Rob Hayes, alors que moi que je connais pas, je pense pas que ce soit un scénariste très connu. C'était moins pire, c'était quand même pas dingue. Enfin, le film était sympathique, hein. Il y avait une take, ça se voulait une sorte de réécriture féministe de Hansel et Gretel, c'est pour ça que ça s'appelle Gretel et Hansel et pas Hansel et Gretel, avec une figure de la sorcière qui était beaucoup plus creusée, qui était chouette, et une esthétique de dingue qui était développée autour de ça, avec encore une fois de très belles images, une très belle atmosphère, blablabla. Ok, mais en définitive, je trouvais qu'il y avait énormément de choses qui étaient très étirées pour vraiment pas grand chose, histoire de faire un peu du remplissage autour d'un scénario qui ok, salut Ernard, merci pour le follow, qui effleurait les thématiques qui l'intéressaient, mais qui creusait rien et qui ne prenait pas son sujet à bras le corps pour en faire réellement quelque chose au-delà de belles images, tout simplement. Donc, j'avais peur que ce soit la même chose pour Longlegs. Alors, je rattrape un peu vos messages. Rigop, tu dis, perso, je trouve que les films thriller gore comme ça, je les range dans l'horreur, je comprends pas qu'il y en ait qui disent que ça compte pas. Oui, je suis un peu d'accord, Rigop, c'est... comment dire, je comprends. Enfin, l'horreur, en fait, le problème, c'est avec l'horreur. Alors, on va pas se lancer dans le débat de qu'est-ce que c'est que les films d'horreur parce que ce serait beaucoup trop long. Mais le problème, c'est que chacun, on a un peu sa définition. Une fois, je me rappelle, j'étais dans un cinéma, je faisais une présentation avec Éléonore de la sororité, avec Léo Yorillo. Et on s'est retrouvé face à un gars. On faisait une présentation du film qui est vachement bien d'ailleurs, qui est. La, euh, merde, comment ça s'appelle la proie du nombre avec Rebecca Hall. Très chouette film de fantôme. Et c'est évidemment un film d'épouvante. C'est 100% un film d'épouvante, vraiment. Et il y a un type dans la salle qui est venu nous... Puis alors, il se tenait comme ça, il est... Écoutez, moi, faut que je vous dise, je trouve pas du tout que ce soit un film d'horreur. C'est pas un film d'horreur, c'est évident, c'est pas un film d'horreur. C'est bah... Si, il y a des scènes qui font peur, c'est une histoire de fantômes, il y a des gens qui meurent, ça parle de la mort, voilà, enfin bon, bien sûr qu'il y a des... Enfin, il y a des moyens non horrifiques, je suppose, d'apporter ces thèmes-là, mais bon, là, on était vraiment sur un film d'épouvante extrêmement classique, mais qui est vachement bien, encore une fois, et après, le mec nous soutenait que, bah non, mais par exemple, Les Dents de la Mer, c'était pas non plus un film d'horreur, enfin bon, bref. Il se trouve que Yannick in real life, ouais. Salut The Siska. 6K, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut prononcer ton nom. Oui, bah, Rigop, le facteur de la peur, c'est vrai que c'est souvent une sorte de curseur qui est placé par les gens de, en fait, un film d'horreur, c'est un film d'horreur s'il me fait peur. Or que ça fonctionne pas du tout comme ça, parce que les gens n'ont absolument pas peur des mêmes choses, ne sont pas sensibles aux mêmes choses, et que du coup, un film d'horreur, ça peut varier d'une personne à l'autre. Enfin, si c'est le seul critère, c'est pas possible. C'est beaucoup trop subjectif et beaucoup trop relatif. Après, moi j'ai peut-être une vision très large de l'horreur parce que j'ai envie de regrouper sous ce spectre beaucoup de films que j'aime, voilà. Mais c'est pour ça que souvent on parle de genre, même si c'est un thème un terme un peu fallacieux parce que, comme on dit souvent, le western est un genre, la comédie musicale est un genre, donc film de genre, c'est censé être beaucoup plus large que l'horreur et les sous-genres de l'horreur ou les genres approchant l'horreur. Mais voilà, c'est quand même bien pratique.
Et je trouve que voilà, Longlegs de toute manière est un film d'horreur, je pense, encore plus que Le Silence des agneaux, voilà, qui est plus thriller horrifique effectivement. Enfin, sur Longlegs, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de débat, effectivement. Mais on y reviendra. L'argument de certains est aussi que ils trouvent que ça ne, enfin, certaines personnes trouvent que Longlegs ne fait pas peur. Moi, je trouve qu'il fait peur. Encore une fois, on y reviendra. Mais chacun son ressenti par rapport à ça. Ah oui, Delirium Bear, tu trouves que oui, la proie du nom, c'est vachement chouette. Bah écoute, je suis tout à fait d'accord. C'est cool que tu l'aies vu. Donc voilà, c'était mes craintes, enfin du coup mes craintes par rapport au fait que le film soit réalisé par Oz Perkins et donc écrit aussi par Oz Perkins parce que vous allez le voir, je vais vous dire tout le bien que je pense du film et je vais vous dire aussi tout le mal que je pense du film. Ça se sent que c'est lui qui l'a écrit et c'est bien dommage. Mais bref, donc effectivement j'ai des craintes qui se sont réalisées au visionnage de ce film, de choses que je redoutais de la part de ce réalisateur, mais j'ai aussi été émerveillée par certains aspects que j'ai trouvé tout simplement géniaux. Donc je vais essayer de vous parler des deux. Avant ça, juste, je continue aussi, donc là, pour cette fois-ci sur le casting, donc le rôle principal, le rôle de Lee, est tenu par Maïka Monroe, que vous connaissez sans doute pour avoir été la révélation de It Follows, le film, comment dire, l'une des figures de proue de l'Elevated Horror. Encore une fois, on sait très bien que j'aime pas trop ce terme et que les aficionados d'horreur de toute manière n'aiment pas trop ce terme, mais on va pas revenir là-dessus. Donc elle a été révélée par It Follows il y a quelques années maintenant, et depuis, elle n'a pas spécialement explosé comme on pourrait le penser. En revanche, elle est quand même devenue l'une des... On en parlait tout à l'heure à la réunion de rédaction à écran large. Je sais plus si c'est... Je crois que c'est Mathieu et Geoffrey en parlaient en disant que elle est l'une des nouvelles Scream Queens, entre guillemets, modernes du cinéma, alors de l'elevated horror ou de l'horreur en général, au même titre que avait pu l'être à une époque Neve Campbell, Jamie Lee Curtis, même si on n'est pas forcément sur le même type de rôle, le même type de film exactement. Elle a fait spécifiquement sa carrière dans l'horreur ces dernières années, avec malheureusement des productions plus ou moins solides, plus ou moins... Voilà. Le problème c'est qu'elle a jamais retrouvé des rôles qui soient à la hauteur, enfin en tout cas des films qui soient à la hauteur de It Follows. Là ça fait du bien de la revoir dans un rôle du coup principal et sur un film qui a quand même un peu d'exposition, parce que jusque-là, elle était un petit peu cantonnée à des films quand même qui ne faisaient pas beaucoup de bruit et qui n'étaient pas forcément très solides, pas forcément très bons. Je pense à The Watcher que j'avais vu l'année dernière, que moi j'avais trouvé très décevant, dont elle était l'héroïne, mais elle avait tellement rien à faire dans ce film, c'était pénible, mais parce que le film ne fonctionnait que sur des clichés assez grossiers et des choses archi vues et revues. Donc bref, c'est une actrice qui est pleine de promesses. Ça fait longtemps qu'elle construit sa carrière dans l'horreur et c'est très intéressant en soi. On espère juste qu'elle va pouvoir enchaîner davantage de projets horrifiques de qualité, comme ce fut le cas pour It Follows, et comme c'est dans une certaine mesure le cas pour Longlegs. Voilà. Donc en tout cas c'est cool de la retrouver dans ce rôle-là, en héritière de Jodie Foster un petit peu. Rapport à ce rôle-là bien sûr, hein, pas pour le reste de sa carrière. Et donc, je rattrape un petit peu vos messages. C'est quoi la différence entre horreur et épouvante? Eh ben, bonne question, The Siska. En fait, moi j'ai... En fait, c'est comme... Enfin, épouvante, c'est comme horreur. Il y a des gens qui mettent plein de choses sur ce terme-là. C'est vrai que épouvante, moi j'ai tendance à l'employer pour parler davantage des films de fantômes, des films un peu spooky, on va dire, un peu plus fantastiques, un peu plus... Voilà, parce que pour moi, épouvante, on est plus dans une question de ressenti, d'atmosphère, que dans une question de choc à l'écran, de scène gore, voilà, de thriller. Donc pour moi, épouvante, je l'utilise plus pour le fantastique, spécifiquement pour les films un peu de hantise, ce genre de choses. Alors pas que, hein, faut voir, mais quand je pense épouvante, je pense quoi, la maison hantée de Disneyland, et en gros, quand ça me fait penser à ce genre d'univers, j'ai tendance à employer le mot épouvante. Mais c'est très personnel. Encore une fois, ça peut vraiment pas varier d'une personne à l'autre. Je me rappelle justement que par exemple, mon père, lui, alors qui était pas du tout qui était pas du tout, absolument pas critique cinéma ou quoi, hein, donc voilà, encore une fois, c'était un ressenti personnel. Lui, sur le mot épouvante, comme il trouvait que l'idée d'être épouvanté ou l'idée d'épouvantable était encore plus forte que l'idée d'être horrifié, pour lui, l'épouvante, c'était ce qui était encore plus horrible que l'horreur, et donc que ce soit des films gore ou pas, mais c'était ce qui allait vraiment le choquer. Mais du coup, c'était une conception très différente du terme. Donc voilà, encore une fois, il n'y a pas de définition absolue. Simplement, moi, je trouve que ça convient mieux aux films de fantômes, fantastiques, voilà. Donc j'ai tendance à l'employer comme ça. En tout cas, sachez que moi, quand je l'emploie, c'est plutôt comme ça. Euh...
Alors même, Rigop, tu nous dis, même les slashers bas du front sont des slashers, même si ça fait pas peur. Oui, absolument, c'est vrai. Jurassic Park, horreur... Horreur ou pas horreur? Oh là là, Rigop, si... Parce que si on commence à me demander, à me poser des questions sur tous les films, genre horreur ou pas horreur, ça va être compliqué. Pour moi, non, Jurassic Park, c'est pas de l'horreur, mais euh, ça n'empêche pas que c'est très cool. Elle tient The Watcher sur ses épaules d'Oxidius, alors oui, et en même temps, je trouve que c'est pas suffisant pour le coup, du coup, mais c'est aussi parce que son personnage n'est pas assez creusé. Tiens, Monstro. Coucou. J'avais beaucoup apprécié le trailer, dommage que le scénario soit pas ouf. J'ai pas vu le film, mais je me fais des spoilers, au contraire, j'aime bien. Ah, je m'en fous des spoilers. Attends, on reviendra sur le scénario et les défauts et tout, tu vas comprendre, mais il y a des choses qui sont vachement bien et d'autres qui sont moins bien, effectivement, mais... Ouais. Donovan, Jamie Lee Curtis était une Scream Queen? Bah oui. Ailleurs que dans Halloween, bah elle a quand même fait d'autres films d'horreur, hein, comme Fog par exemple, elle en a fait d'autres. Euh, Et puis même, quand bien même elle ne l'aurait été que dans Halloween, c'est donc une Scream Queen de l'époque, surtout que des Halloween elle a quand même fait pas mal, donc... Salut Spock Spock. Voilà, en plus Mystery Chase nous parle du bal de l'horreur, etc. Ça c'était pour Maika Monroe, et donc dans le cas de Nicolas Cage, ce qui est intéressant de noter, c'est que ce film-là, il l'a produit. Il a d'abord été annoncé que Os Perkins allait écrire et réaliser ce film, pardon, enfin, ça a été annoncé en 2022, le bruit a commencé à courir en 2022, et peu de temps après, Nicolas Cage, via sa boîte Saturn Films, sa boîte de production, a annoncé donc qu'il allait le produire, et comme souvent quand les figures un peu emblématiques du cinéma, enfin en tout cas certaines stars comme ça créent leur boîte de prod et décident d'épauler un projet indépendant avec leur boîte de prod, ils se réservent un rôle dedans, pas forcément un rôle principal du coup comme c'est le cas ici, mais plutôt un rôle, enfin ça arrive, mais ici on est plutôt sur un petit rôle qui est marquant on va dire, qui apporte sa personnalité au film plus ou moins, et qui va pouvoir être une sorte de petit écart, petit pas de côté dans la filmo de l'acteur producteur pour essayer autre chose, en tout cas pour se façonner un petit rôle qu'il n'aurait pas forcément eu par ailleurs dans un film qu'il n'aurait pas produit. Merci King Games pour le follow. Et c'est vrai que ces dernières années, Nicolas Cage, il se donne à fond sur les productions indépendantes et ou décalées dans lesquelles il a des rôles assez loufoques, alors pas que, hein, mais qui jouent souvent un petit peu sur l'autodérision et qui sont en tout cas farfelus, assez étranges dans des films qui eux aussi sont farfelus et qui ont souvent un aspect un peu méta et moi je trouve en tout cas qu'il y a une sorte de comment dire de commentaire un peu de sa carrière dans les choix qu'il fait maintenant, souvent il y a une sorte de parallèle à faire entre lui et les films qu'il choisit. Et je trouve que c'est un peu le cas là aussi, le rôle de Longlegs. Je trouve qu'il y a non seulement la volonté d'essayer quelque chose qu'il n'a jamais fait, surtout qu'en plus il est vraiment grimé de manière assez spectaculaire pour le film. Il y a une photo où on le voit vaguement là. C'est vrai qu'on voit très peu le visage de Longlegs dans les photos de promo parce que je pense qu'ils ont voulu garder la surprise au maximum. Il y a une photo quand même où on le voit un petit peu de profil. On voit qu'il est très très maquillé, hein. C'est très compliqué de reconnaître Nicolas Cage sous son maquillage. Mais du coup, bon, je pense qu'il y a une volonté aussi, voilà, de s'éclater dans un rôle qu'on lui aurait pas donné par ailleurs. Et je pense aussi, alors là on rentre dans des considérations un petit peu people, bon, vous me direz. Je pense aussi qu'il y a une volonté de la part de Nicolas Cage, enfin je sais pas à quel point c'est conscient, mais je trouve que ces dernières années, il semble être un petit peu atteint par la chirurgie esthétique, Nicolas Cage. Il me semble, je peux me tromper, mais en tout cas il a une sorte d'apparence très fabriquée, comme ont beaucoup de stars de son âge, avec des cheveux teints, avec comment dire, une implantation de cheveux, enfin une greffe de cheveux qui a fait une implantation très très régulière, un peu à la John Travolta. Il a une peau qui semble un peu figée. Enfin, moi je trouve en tout cas qu'il a l'air d'avoir fait de la chirurgie esthétique, ou en tout cas il en a une apparence très fabriquée quand il apparaît en public. C'est pas une critique en soi, mais là ce qui est intéressant dans l'apparence de Longlegs, et donc parce que Longlegs c'est le rôle du tueur en série, c'est le personnage du tueur en série donc qu'il joue, c'est que justement son visage est complètement transformé par la chirurgie esthétique et dérangeant. Et encore, c'est quelque chose qu'on voit souvent chez les personnages féminins qui sont censés être horribles, horrifiques, ou voilà, ou en tout cas bizarres au cinéma ces dernières années. On voyait ça dans Amelia's Children. Là, voilà, c'est là qu'on le voit de profil. Vous voyez, là, on peut difficilement reconnaître Nicolas Cage. Mais bon, vous verrez de face dans le film, c'est évidemment encore plus impressionnant.
On voyait ça donc dans Amelia's Children, mais on voyait ça aussi dans... Comment ça s'appelle? She-Will, qui était un très bon film. Alors pour le coup, c'est un personnage positif qui a fait de la chirurgie, mais en tout cas, la question est quand même au centre. C'est une histoire de sorcière et c'est pas pour rien. Euh, Puisque je l'ai découvert hier, ça me fait pas hier, mais il y a quelques jours, ça me fait penser aussi au film indien RRR où la femme méchante, elle est aussi complètement transformée par la chirurgie esthétique, etc. Et il y a vraiment une sorte d'habitude qui s'installe de faire de la femme opérée, la femme âgée opérée, en termes de chirurgie esthétique, un élément horrifique. Ce que je trouve parfois un peu misogyne et parfois pas. Dans le cas de Amelia's Children, je trouvais ça relativement misogyne. Dans le cas de She-Will, au contraire, il y avait un propos qui était intelligent là-dessus, donc ça, je trouve que ça ne l'était pas du tout. Mais voilà, et bref, c'est quelque chose qu'on voit rarement chez les personnages masculins, et du coup, ça fait que l'apparence de Longlegs, elle est spécialement dérangeante au départ, parce que on n'a pas l'habitude de voir les personnages masculins transformés à ce point-là. Évidemment qu'on voit des hommes dans la vraie vie qui sont transformés par la chirurgie esthétique, mais rarement à ce point-là, et surtout pas au cinéma et utilisé comme élément horrifique. Voilà, surtout qu'on s'attend pas à ce que le tueur en série du coin, qui a priori est pas une star d'Hollywood, soit complètement opéré de la figure. À moins que Oz Perkins nous dirait peut-être que en fait, le maquillage qu'il a, ça vise juste à le rendre bizarre et à transformer son visage, mais pas du tout à représenter le visage de quelqu'un qui serait opéré par la chirurgie esthétique. Moi, je trouve qu'il y a quand même vraiment des caractéristiques au niveau de la forme des lèvres, du nez, etc., et même de l'arcade sourcilière, de représenter le type de visage avec lequel se retrouvent beaucoup de personnes qui font des abus de chirurgie, bon, je trouve. Et donc, je me demande s'il n'y a pas aussi une volonté de Nicolas Cage, un côté un petit peu autodérision, que de vouloir se représenter en tueur en série, lui-même victime d'un abus de chirurgie esthétique. C'est peut-être un peu stretch ce que je dis, mais je trouve pas ça inintéressant en tout cas. Il a fait volte-face, mais au premier degré. Euh, D'ailleurs, cette scène dans la voiture, elle est super, je trouve. Ah, c'est marrant que tu dis ça, Bernard, parce que moi, je trouve pas. Je trouve qu'elle est vraiment en trop. Enfin, j'en parlais avec quelqu'un au NIF, justement, avec une autrice, qui a beaucoup aimé le film, mais qui était d'accord pour dire que cette scène était un peu en trop. Enfin, c'est elle qui a dit ça, et en fait, quand elle l'a dit, je trouve que c'est vrai, mais parce que je trouve que... Bon, on y reviendra. On y reviendra, on y reviendra. Que ce soit un mec déguisé en femme, non, Dieu merci. Non, non, ouais, effectivement, ça n'était pas ça. Donc voilà. Maintenant, donc, je voudrais m'étendre davantage sur les choses que j'ai aimées dans le film. Et si je commence par ce que j'ai aimé, c'est parce que tout simplement le film commence par ce que j'ai aimé. C'est-à-dire que j'ai adoré la première partie du film. J'ai vraiment adoré. Et notamment la scène d'introduction, que je trouve tout simplement géniale. Et c'est la raison pour laquelle, je l'explique dans ma critique sur Écran Large qui est sortie là il y a quelques heures, c'est la raison pour laquelle mon avis sur le film reste globalement plutôt positif, même si je suis très très partagée. J'ai vraiment détesté les choses que j'ai détestées, j'ai vraiment adoré les choses que j'ai adorées, mais je reste globalement plutôt positive, en grande partie à cause de cette scène d'introduction que je trouve géniale et dont la force persiste en fait depuis que j'ai vu le film. Vraiment, c'est les images qui me restent et voilà, je trouve ça spécialement fort. Donc, dans cette scène d'introduction, je vais essayer de vous remettre la photo qui correspond dans le diaporama là. Qu'est-ce que tu cherches, babe? Non? Ok, bon. Euh, t- 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 Voilà. Euh, je mets pause. Donc là, on est sur une scène d'introduction où en fait la petite fille, on comprendra plus tard que c'est le personnage de Maika Monroe quand elle est petite. Donc elle se balade en dehors de chez elle, donc dans son jardin, donc qui est recouvert par la neige. Et elle aperçoit dans son allée une voiture inconnue, avec l'impression qu'il y a quelqu'un, une silhouette noire qui est assise au volant. Et en fait, ce type-là qu'on voit à l'arrière de l'image, enfin derrière elle, là, à côté de la maison, un petit, donc c'est Longlegs. Et en fait, il l'a fait venir plus loin que dans le jardin, et à plusieurs reprises, voilà, il va se tenir loin d'elle, mais il va lui faire coucou, il va lui dire de s'approcher, machin. Et en fait, il ne lui fait pas de mal lors de cette scène, parce qu'il sera interrompu, on le comprendra plus tard, par la mère de la petite fille, la mère de Lee. Mais il s'approche d'elle, et en fait la scène d'introduction se termine sur le moment où il lui parle et où il se met à rire et à hurler. Et en fait il y a différentes choses vraiment géniales en termes de mise en scène dans cette scène d'introduction. Je vais pas toutes vous les citer parce que ça fait un moment que j'ai vu le film en projection presse et que je vais pas avoir tout précisément à l'esprit. Mais tout d'abord, il y a une utilisation des couleurs que je trouve hyper intéressante. Donc là, comme vous voyez sur la photo, on est sur un paysage qui est quasiment entièrement blanc. Donc
La neige recouvre tout le sol, c'est comme ça tout le long de la scène, hein. La maison, elle est blanche, le ciel, il est blanc, et Longlegs est entièrement habillé en blanc, il a les cheveux plutôt blancs, et il a la peau très blanche aussi. Il est vraiment maquillé pour être extrêmement pâle. Donc on est sur une idée d'espace totalement blanc, avec une atmosphère, donc du coup, par la manière dont la petite fille observe petit à petit les choses étranges qui se mettent en place autour d'elle, et la manière dont on fait rôder la silhouette de Longlegs, là, comme on le voit sur la photo, petit à petit, le film crée à ce moment-là une atmosphère extrêmement noire, extrêmement étrange. Et pour moi, il y a vraiment un parallèle hyper intéressant entre la volonté de créer quelque chose de très noir avec une image très blanche. C'est un défi, mais qui est brillamment relevé, je trouve. Et il y a, à travers ça contribue en fait à créer une atmosphère fantastique, parce que le film n'est pas fantastique en soi, enfin, ou un peu, c'est pas hyper clair. Mais en tout cas, à ce stade-là du film, il ne se passe rien de fantastique en soi, mais il y a quelque chose de fantastique dans cette atmosphère, un petit peu irréelle, finalement, avec les contrastes assez poussés qui font que à la fois on a cette espèce de blancheur qui recouvre tout, et en même temps on a l'ombre des arbres qui est très noire, elle au contraire, et qui permet de symboliser le fait qu'il y a de la noirceur qui se cache sous tout ça, et qu'en fait cette blancheur, elle n'est qu'un vague vernis par rapport à quelque chose d'horrible qui est en train de se jouer. Et, euh, et de cette manière, dans cette atmosphère fantastique, en fait, dans cette séquence, on instaure vraiment, enfin, on installe le personnage de Longlegs comme le serait un personnage de Grand Méchant Loup dans un conte. En fait, là, vous voyez, la petite fille, elle est un peu comme le petit chaperon rouge, et lui, il est comme le Grand Méchant Loup, mais sauf que c'est un homme. Alors c'est pas nouveau, vous allez me dire dans les films d'horreur que le type, la menace horrifique qui s'en prend aux petites filles, ce soit un petit peu représenté comme une figure de conte, comme voilà, comme le Méchant Loup, machin machin. Mais là, il y a une manière de le faire, justement, qui passe par cette blancheur, que je trouve spécialement habile, que je trouve spécialement efficace, parce que ça n'en fait pas des tonnes du tout, et pourtant ça fonctionne extrêmement bien. En fait, je trouve que cette scène est terrifiante. Déjà, encore une fois, on y reviendra. Moi, je trouve que le film fait vraiment peur, et c'est parce que cette scène-là, je trouve qu'elle prend au trip. Vraiment, on sait pas du tout ce qui va se passer. Évidemment, on a peur qu'il fasse du mal à la petite fille, on sait pas ce qui va se passer, parce qu'en plus, il y a des effets de montage. À un moment donné, il est loin, puis tout à coup, il est tout près. On sait pas ce qu'il va lui faire, on sait pas. Et en fait, c'est impossible de savoir justement ce qui va se passer et quelles sont les intentions de Longlegs, même si en l'occurrence il se passe rien, parce que justement le personnage est insaisissable. Il se comporte, il a l'air de vouloir être gentil, en même temps il est tellement bizarre qu'on sait qu'il peut pas être gentil. Mais est-ce que il tue? Est-ce que, enfin, c'est un prédateur de quelle nature? On ne sait pas. Et en fait, cette séquence va nous refuser les réponses à ces questions jusqu'au bout, parce que ça coupe au moment où lui, il, il pousse un cri ou un rire ou un truc qui ressemble un peu aux deux, il se penche un peu vers elle, mais en fait, alors que jusque-là on le voyait que de loin comme ça, d'une silhouette floue et éloignée, là c'est le premier plan où on le voit de près, et jusque-là il était cadré à hauteur de petite fille, donc on voyait que son torse, et à ce moment-là, au moment où il pousse ce cri, ce rire, il se penche un peu, et en fait on voit une partie de sa tête, mais c'est-à-dire qu'on le voit que là, on voit pas ses yeux. Donc encore une fois, impossible de l'identifier exactement et quelle est la nature de cette menace, mais on voit que le bas de son visage qui est particulièrement, encore une fois, déformé par ce maquillage, par cette chirurgie esthétique, et ça coupe là-dessus. Et le fait de nous laisser en suspens sur cette image qui est extrêmement décalée et qui est arrivée dans cette atmosphère qu'on a un petit peu jamais vue par ailleurs, j'ai trouvé ça d'une efficacité terrible et vraiment assez brillant en fait. Alors je rattrape vos messages. Hum. Cette silhouette noire avec les yeux, je trouve que ça marche bien. Et le fait d'avoir un format d'image carrée à ce moment, ça donne un cadrage particulier. Oui, on va y revenir à ce cadrage, le cadrage des flashbacks qui est un peu donc le cadrage carré, mais qui rappelle, parce que je crois que les coins des images sont arrondis, donc ça fait vraiment diapositive, et c'est pas pour rien non plus. Je vais y revenir juste après. Quand il dit coucou, et après le bas de son visage, oui, le malaise est incroyable, absolument. Salut, oui, salut King Games. Bonsoir, j'avoue m'être un peu overhype par le film car les teasers et l'RG avaient bien marché sur moi. Le film est cool, mais des réserves sur la fin. Je suis d'accord, l'intro m'a hyper marqué au moment du title drop où l'onglet se baisse. Ce cut m'a mis des frissons. Ouais, je suis d'accord, moi c'est vraiment. Rien que pour ça, je suis en mode chapeau. Et à ce moment-là, j'ai vraiment cru qu'on était sur le chef-d'œuvre de la décennie. Et en fait, non. Mais
Bon, il faut quand même reconnaître que cette scène, elle est incroyable. C'est dans cette scène qu'il chante ou dans un flashback plus tard? Je crois que c'est un flashback plus tard, Anard. Je crois qu'à ce stade-là du film, on ne voit pas chanter. Ouais, comme on te le dit. Oui, les coins sont arrondis, Rigop. Et en fait, pour revenir du coup là-dessus, ce que je trouve vachement bien dans cette idée de coin, enfin de format carré et de coin arrondi dans les flashbacks, parce que ça arrive plusieurs fois au cours du film, c'est que donc ça donne cet aspect diapositive au flashback. Je vous disais l'autre fois que je trouve qu'il y a très très rarement des flashbacks qui sont corrects, pertinents, enfin correctement utilisés. Là, je trouve que c'est plutôt pas mal. En tout cas, pour le premier, moi, il n'y a pas de problème parce qu'on n'a pas vu le présent avant, donc il n'y a aucun souci. Pour ceux qui sont utilisés plus tard dans le film, je trouve qu'on aurait pu s'en passer, mais c'est quand même vraiment pas mal. Et en fait, il y a une continuité. Là, au moins, on n'est pas sur du flashback, genre qui passe en image un peu sépia ou noir et blanc ou que sais-je, pour montrer qu'on est dans le passé. On a ce format arrondi. Et là où je trouve ça intéressant, c'est qu'en fait, ça ne jure pas du tout avec la photographie de ce qui se passe dans le présent dans le film, qui est une photographie. Alors, je vais remettre le diaporama sur Play. Qui est une photographie, comme vous pouvez le voir sur les images du film, qui est qui a beaucoup de grains, un grain très présent, et des couleurs assez polarisées. Et je trouve ça, en fait, je trouve que le film ressemble à une vieille photo en soi, enfin que la photographie du film fait que, pardon, on a l'impression que le personnage de Lee voit ce qui se passe ou aborde les choses, appréhende cette enquête comme si elle regardait de vieilles photos, des photos d'enfance. Et c'est tout à fait pertinent dans le film parce que parce qu'en fait, ce sont ces souvenirs qui vont être la clé de la résolution de l'enquête et que l'intuition qui est instaurée au départ comme étant son espèce de super pouvoir d'enquêtrice, en fait c'est sa nostalgie, c'est ses souvenirs d'enfance qu'elle débloque petit à petit parce qu'elle a rencontré Longlegs petite, ce qu'elle ne réalise pas tout de suite, et qu'elle le réalise au cours de l'histoire. En fait voilà, c'est dans ses souvenirs qu'elle va chercher la clé tout simplement. Donc je trouve que pour moi il y a une cohérence, une grande pertinence en fait à cette direction artistique qui fait que pour une fois c'est un peu exagéré, mais que en tout cas dans ce cas-là, Oz Perkins ne s'est pas contenté de faire de belles images, il a une direction artistique qui est vraiment pertinente, quitte à faire de belles images. En tout cas, la photographie en elle-même a un sens assez profond vis-à-vis du sujet du film et du personnage. Et ça, je trouve ça cool. D'ailleurs, est-ce que c'est dans tous les ciné que le scope est diffusé en 16 neuvième? Non. Non. Tu dis un format scope diffusé en 16 neuvième? Non, normalement, un scope est diffusé en scope. Enfin, si je dis pas de bêtises. Kursk, c'était un vrai passage 4 tiers au scope. Ok. Alors attendez, du coup je reviens sur les scènes que j'ai trouvées géniales. Donc j'ai parlé de la scène d'intro. Il y a aussi peu de temps après, parce qu'encore une fois, c'est vraiment le début du film qui est génial, donc les scènes excellentes s'enchaînent un petit peu. Quand Lee est mise sur l'affaire, elle doit aller visiter avec l'un de ses collègues une maison dans laquelle... Enfin, en tout cas, ils doivent aller visiter un quartier, commencer à faire de la reconnaissance dans un quartier, frapper aux portes des gens en disant, avec la photo de Longlegs ou quoi, dire est-ce que vous avez vu cet homme, machin, machin. Quand ils arrivent dans ce quartier, qui est extrêmement vide, Lee a donc sa fameuse intuition, donc c'est le moment où on nous présente ce super pouvoir d'intuition, qui la dirige vers une maison en particulier où elle dit à son collègue c'est là, c'est ici, c'est dans cette maison qu'il est, c'est sûr, on n'a pas besoin de chercher plus loin, machin. Le collègue dit d'accord, un peu facile, mais admettons. Donc ils vont toquer à la porte, le collègue se fait descendre direct, et le tueur reste, enfin Longlegs reste dans la maison, s'enfuit à l'intérieur de la maison, et donc Lee va le poursuivre. Pas hyper prudente, on peut le dire, hein, dans ce cas-là tu appelles des renforts, mais elle va poursuivre. Et en fait là on a une scène où Lee est essentiellement filmée de dos, et où elle brandit son flingue devant elle comme ça, et elle parcourt la maison à la recherche de Longlegs qu'elle ne va pas trouver. Donc une maison qui est très vide, où elle passe, du coup, le suspense est créé par le fait que, par les murs des maisons, tout simplement, de la maison, les murs des pièces, qui sont toutes vides, mais donc voilà, on sait pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui va surgir de quelque part, on est dans le même suspense que le personnage, et donc elle brandit son flingue, elle regarde un peu partout autour d'elle, et les cadres sont simplement perturbés par des espèces de bâches en plastique et les rideaux des fenêtres qui sont soulevés un petit peu par le vent. Parce que la maison est vide, mais le peu qui reste dans cette maison, du coup, est recouvert par des bâches. Il y a des bâches qui séparent les pièces, etc. Et pour moi, cette scène, c'est vraiment une reprise de la scène du Silence des agneaux,
Ah oui, j'ai pas fait mon laïus sur le Silence des agneaux, va falloir que je le fasse. C'est une, comment dire, une reprise du Silence des agneaux, de la scène où Clarice Starling se retrouve chez Buffalo Bill dans le noir, dans son sous-sol, et qu'il la regarde, lui qu'il est tout près d'elle, et qu'il la regarde avec ses lunettes à vision nocturne, et que elle, on la voit aussi, parce qu'on est en POV de Buffalo Bill, elle est affolée, elle regarde partout autour d'elle en brandissant son flingue, etc. Et pour moi, c'était une manière de réinventer, avec un autre prisme horrifique, cette scène-là. Et donc, transition, puisque je parle du Silence des agneaux, je vais vous dire ce que j'ai envie de dire sur le sujet. Évidemment que c'est un film qui est très inspiré du Silence des agneaux. Ce que je trouve intéressant parce que, pour moi, il vient compléter un petit peu, comme je l'écris dans ma critique pour écran large, il vient compléter une sorte de sainte trinité du Silence des agneaux, en tout cas sainte trinité des films qui présentent une nouvelle recrue du FBI, accompagnée par un mentor dans la recherche d'un serial killer particulièrement atroce et charismatique. C'est vraiment ce que j'écris dans ma critique, mais bref. Parce que donc, je dis sainte trinité parce que il y a 2 ans, il y a le film Misanthrope qui a fait la même chose. Misanthrope que je trouve très bien, un film de Damien Sifron, avec Shailene Woodley. Et là aussi, on est complètement sur... enfin, exactement pareil. Enfin, sauf que la nana, l'héroïne, elle est flic, et en fait, elle aurait voulu entrer dans le FBI, et du coup, c'est via cette affaire qu'elle va réussir, enfin, elle va être amenée à épauler le FBI, aussi parce qu'elle a une vision particulière, une intuition particulière, etc. Comme c'était le cas pour Clarice Starling. Blablabla. C'est la même trame, vraiment. Et c'est très bien aussi. Et ce que je trouve super intéressant, alors je trouve que rien n'est plus brillant que le Silence des agneaux, hein, mais j'ai fait une vidéo d'analyse dessus sur ma chaîne YouTube si vous avez envie d'aller le voir. Le Silence des agneaux, je trouve ça brillantissime. Mais Misanthrope, c'était quand même vachement bien aussi. Et ce que je trouvais notamment très intéressant, c'était de reprendre la trame Le Silence des agneaux pour y apposer une lecture très froide et moderne, avec comment dire, en intégrant les thématiques de violence policière et justement le thème de la misanthropie, le thème de l'éco-anxiété et de une sorte de dépression générale qu'il y a dans le monde à cause de la situation politique partout, de la situation écologique, etc. Et d'avoir une sorte de Silence des agneaux, mais axé cette fois-ci non pas sur l'horreur que peut inspirer le cannibalisme ou les meurtres tout simplement, mais sur le désespoir en fait total ressenti dans la société de manière générale. Et je trouvais ça top. Top, à la fois pas aussi brillant que Le Silence des agneaux, mais quitte à en faire une relecture, il avait quelques défauts aussi, hein, Misanthrope, quitte à en faire une relecture, voilà, je trouvais ça très actuel, très moderne, très... Voilà, top. Et en fait, bah voilà, à peine 2 ans après, Longlegs arrive, avec cette fois-ci le prisme plus horrifique fantastique, et je trouvais ça top d'avoir d'un côté Le Silence des agneaux, qui est vraiment thriller horrifique, Misanthrope, qui est thriller plutôt style western urbain, et Longlegs, qui est plutôt la version horreur de la même trame. Je trouvais ça top. Donc j'étais très enchantée par ça, et donc évidemment qu'il y a beaucoup de parallèles à faire entre ce film et Le Silence des agneaux de manière générale. Je ne vais pas tous les lister parce que voilà, il y a plein de points qui se retrouvent. Euh, que je rattrape vos messages. Euh, je me suis dit que c'était vraiment le meilleur moyen de crever, l'appel de SWAT, c'est fait pour ça, oui. King Games, Le Silence des agneaux est dans ta watchlist, écoute, je te le conseille très très vivement. Et après, n'hésite pas à aller voir ma vidéo d'analyse. Salut Laurelace, tu nous fais un petit coucou en passant, mais c'est très gentil, coucou à toi. Well, c'est oui, tu confirmes que Misanthrope est vraiment bien, je suis d'accord. L'actrice, oui, Shailene Woodley, est très bien aussi. C'est la force d'ailleurs de ces 3 films, entre autres, hein, c'est pas leur seule force bien sûr, mais d'avoir des actrices vraiment solides dans le rôle principal. Surtout qu'en plus le rôle de la jeune recrue, machin, ça pourrait vite être un peu con comme rôle, mais elles y apportent vraiment quelque chose de toujours assez profond, et c'est très chouette. King Games, tu nous dis récemment j'ai découvert Seven et Zodiac, le film pioche aussi un peu dedans. Oui, Seven, je sais pas. Euh, oui, sûrement qu'il y a des parallèles à faire. Seven, c'est pas un film que j'adore, donc on pourrait faire des parallèles avec tous les films de tueurs en série. Enfin, je sais pas, je. Mais si tu le dis, écoute, c'est vrai que je l'ai pas assez en tête. Zodiac, oui, complètement, mais surtout que, enfin, là, comme il y a l'une des photos qui le montre, il est question de code, de symboles et tout machin. Elle est où la photo? Elle est où? Voilà. Il y a des choses qui rappellent le Zodiac complètement. Et on va y revenir aussi. Euh, donc après la scène de la maison vide avec les bâches, tout ça,
Il y a aussi en scène que je trouve géniale, la grande séquence du moment où Lee est toute seule chez elle le soir et qu'elle essaye justement de déchiffrer les codes de Longlegs. C'est une scène, alors pour moi c'est le dernier grand moment du film, hein. Après ça se casse un peu la gueule, mais c'est un grand moment, qui encore une fois je trouve très effrayant. Donc Lee est toute seule chez elle, et évidemment comme toute bonne héroïne de film d'horreur qui se respecte, elle a une maison complètement isolée au milieu des bois, avec des grandes vitres qui font que bah, n'importe qui peut la voir de dehors quand c'est allumé chez elle, et elle voit que le noir, évidemment. Euh, mais donc elle est seule dans sa maison avec ses carnets qu'elle essaie de déchiffrer, parce que donc Longlegs laisse des codes, des sortes de hiéroglyphes indéchiffrables sur chacune de ces scènes de crime. Euh, et donc elle les prend chez elle pour essayer de les déchiffrer, parce que son supérieur lui a dit mais absolument personne n'a réussi à déchiffrer ces codes. Hein. Et c'est le soir, je me rappelle plus, c'est le soir de son anniversaire ou un truc comme ça, je sais pas. Mais du coup, il y a différentes choses qui se passent. Il y a une communication avec sa mère qui essaye de l'appeler, elle qui essaye d'appeler sa mère, et elles n'arrivent pas à se parler, à se capter bien. Enfin bon, voilà. Elles sont toujours interrompues par quelque chose. Il y a le fait que Longlegs arrive et qu'on ne le voit pas, ou on ne le distingue jamais vraiment. Mais à un moment donné, il frappe à la porte. À un moment donné, elle entend juste des vagues bruits qui laissent penser que peut-être qu'il est dans la maison, mais en fait, elle sort le chercher dehors. Et quand elle est dehors, on s'aperçoit qu'effectivement, il est dans la maison parce qu'on l'aperçoit par la fenêtre. Mais après, du coup, elle rentre dans la maison parce que vraiment, elle a peur de rien, hein, par contre. Elle rentre dans la maison et une fois qu'elle est dedans, il semble effectivement être parti, mais il y a quand même des bruits. Et elle arrive quand même à se réasseoir dans son bureau en disant bon, je vais continuer à travailler. Alors chose que je comprends pas vraiment. Enfin, si ce n'est que ça va avec ce personnage qui est vraiment en mode depuis le début, elle a une sorte de déprime qui l'habite, Lee, et on a vraiment l'impression qu'elle en a rien à foutre de mourir ou de se conforter, de se confronter au danger. Donc c'est pour ça que à la fois je trouve son comportement hyper pas crédible, et en même temps dans l'atmosphère du film et dans son caractère, enfin, le caractère de son personnage, je le trouve finalement pas si gênant, et je le trouve finalement assez crédible. Donc là où ça aurait pu m'énerver dans d'autres films, là je trouve ça plutôt pas mal, la manière dont elle réagit, la manière extrêmement froide et lucide et vraiment en mode il arrivera ce qu'il arrivera. Je trouve ça finalement pas trop mal. Pardon. Euh, Donc là, je trouve que dans cette séquence, le jeu sur le son est vachement cool. Donc ça joue sur les sonneries de téléphone, sur le bruit à la porte, sur le silence qui s'installe, puis le moindre petit bruit qui devient suspect ou pas, on sait pas. Donc voilà, gros travail sur le son et gros travail sur les cadres. Comme le faisait remarquer quelqu'un, je me rappelle plus qui. Est-ce que c'était Taous Merakchi? Je me rappelle plus. Mince. Je crois que c'était une pote avec qui j'ai parlé du film, mais je me rappelle plus qui. Quelqu'un qui me faisait remarquer que en fait les cadres sont construits de manière extrêmement vide autour d'elle, donc souvent les cadres sont très larges, enfin en tout cas régulièrement on a des cadres vraiment larges, comme dans la maison là justement, où en fait on constate que l'univers dans lequel évolue Lee est à peine crédible, ressemble un petit peu à un univers de studio en fait, on a l'impression de pas tellement y croire à ce décor, à cette atmosphère, et quelque chose d'un peu faux qui sonne là-dedans, en même temps qui fait pas du tout rêver, hein, parce que l'atmosphère est globalement déprimante, mais quelque chose qui sonne faux, sonne un peu fabriqué. Et en tout cas, dans cet univers, elle se sent. En tout cas, elle est extrêmement seule, elle est extrêmement isolée. Et on est dans des cadres qui sont globalement. Enfin, qui sont souvent très vides. Alors, pas vides, là, comme vous le voyez à l'écran avec cette image. Pas vide dans le sens où l'image n'est pas construite et où il n'y a rien dedans, hein, pas du tout. Mais dans le sens où elle est vraiment isolée. Et donc dans la scène de la maison dont je vous parle, là, qui fait peur, où elle est chez elle le soir, ça alterne ces cadres justement où elle est seule dans cette maison silencieuse, où on a l'impression que quelque chose, où en l'occurrence Longlegs peut se manifester, soit par du bruit, soit par sa présence, à droite ou à gauche, n'importe quand, et les cadres au contraire, on est très resserré sur en fait sa vision, sur les codes, qui là ouvrent une sorte d'autre abîme, mais qui en même temps permettent pas de voir autour, et donc il y a une sorte d'aller-retour entre sa vision et l'univers extrêmement vide et dangereux autour d'elle qui est plutôt chouette et qui fonctionne bien. Donc pour moi aussi ça c'est une excellente scène, mais je pense voilà malheureusement que c'est la dernière excellente scène du film. Euh... Seven, Seven car le tueur suit un schéma religieux, enfin satanique ici. C'est vrai, c'est pas faux, même si là le schéma du tueur dans Longlegs pour moi il m'échappe un peu, mais quelques jours avant son anniversaire, c'est vrai, ouais. Ah oui, d'accord, oui, oui, effectivement, la scène se passe quelques jours avant son anniversaire. Oui, parce qu'il y a une histoire sur les anniversaires. Au moins, Clarisse, elle vivait
en coloc avec une pote au lieu d'une baraque de film d'horreur, proto-héros ni thriller immobilier. Oui, bah en même temps, oui, Clarisse, elle était en dortoir, du coup, elle était à Quantico. Enfin, il me semble que c'est plus ou moins en dortoir, quoi, ou en tout cas en résidence étudiante du FBI ou je sais pas quoi. Ah non, mais alors, Rigop, on va y revenir sur le cryptage nul à chier. On va y revenir, justement. Euh, À ne pas savoir, perso, je ne pensais pas que le film allait plonger avec si peu de subtilité dans le symbolisme satanique, mais je suis d'accord avec toi, ça partait super bien. Ouais, on va y revenir aussi. Mon regard partait tout le temps dans l'arrière-plan parce que j'avais l'impression que Longlegs allait passer à tout moment. Bah oui, c'est vraiment l'effet, enfin en tout cas le suspense que cette scène cherche à créer chez le spectateur. Donc ça c'est pour les côtés cool. Maintenant on va passer sur les côtés moins cool, moins cool, moins cool, moins cool, moins cool, parce qu'il y en a beaucoup. Et ça commence aussi donc avec cette scène qui est la dernière très bonne scène du film, mais c'est aussi avec cette scène qu'on commence à se dire j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont pas être super bien construites. Et effectivement, dans cette scène, donc Lee déchiffre ces fameux codes, sachant que avant on nous a dit, comme je le disais tout à l'heure, son commissaire lui a dit oh là là, ces codes, personne n'a réussi à les déchiffrer, jamais, c'est impossible, c'est trop dur, c'est pas possible. Elle les amène chez elle. En 2 temps 3 mouvements, vraiment, elle regarde un peu le truc, elle s'est dit, ok, A égale 1, B égale 2, enfin j'exagère, hein, mais pour n'importe qui a fait 2-3 décryptages de code d'un niveau débutant dans je ne sais quel escape game je sais pas où, trouve le code direct. Enfin, franchement, c'est le truc. En tout cas, ce qu'on aperçoit du cryptage n'a pas l'air compliqué du tout. Alors, peut-être qu'il nous échappe des subtilités, de toute manière, on rentre pas dans le détail du code, mais ce que je trouve très dommage d'ailleurs, parce qu'on met à un moment donné le code au centre de l'intrigue, et à aucun moment on nous dit comment elle l'a déchiffré, quelle est vraiment la teneur du code. Simplement, elle donne l'impression de le trouver très très rapidement. Et donc, elle déchiffre un mot qui n'a rien de très spécial et elle l'amène à son commissaire en mode voilà, ça voulait dire ça. Et lui, il dit ah, comment avez-vous fait? Et elle dit c'est simple, je l'ai regardé assez longtemps. Ah, déjà, tu l'as pas regardé du tout assez longtemps. Et de deux, tu vas pas me dire qu'il y avait plein d'agents du FBI super formés, super expérimentés dessus, qui ont passé je sais pas combien d'heures, qui n'ont pas réussi à déchiffrer cette espèce d'alphabet pour bébé là. Et toi, en disant je l'ai regardé assez longtemps parce que t'es resté devant 2 minutes et que t'as trouvé le code le plus basique du monde. Enfin, et c'est, ça pourrait pas sembler être du détail, mais vraiment le film est construit de manière à nous dire que elle bénéficie d'une super intuition qui va lui permettre de de résoudre cette affaire de manière beaucoup plus perspicace que qui que ce soit d'autre. On nous met les codes comme étant hyper centraux dans l'histoire. En fait, on s'aperçoit rapidement que c'est un truc. Salut notre Crane, que c'est un truc hyper facile. Et que bah, en fait son intuition elle a servi à rien là-dedans parce que le truc est justement hyper facile et donc on essaie de nous faire croire que c'est l'intuition et en même temps on nous explique pas vraiment comment le code fonctionne et en même temps du coup la seule impression que ça nous laisse c'est que c'est quand même super facile parce qu'encore une fois la manière enfin c'est juste le temps de quelques fractions de secondes ce qu'on la voit résoudre comme symbole enfin comme traduction de symbole enfin ça semble hyper clair enfin moi j'avais l'impression que je le connaissais le code hein. Je me trompe peut-être hein, mais vraiment c'était euh, mon regard partait tout le temps, non ça j'ai lu, ok. Elle le déchiffre parce qu'il lui donne une lettre. Bah c'était pas la lettre laissée sur son bureau avec les correspondances des symboles et des lettres. Mais c'est juste un code romain tout pourri. Oui mais voilà. Alors oui, alors d'accord, effectivement. Il lui laisse une lettre avec les correspondances. Ah c'est possible. Ah c'est possible, je me rappelle plus. Ça fait trop longtemps que je l'ai vu, mais quand bien même, dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'elle dit juste qu'elle l'a regardé assez longtemps? Enfin je sais pas, en tout cas il y avait un truc de vraiment pas cohérent dans la manière dont ce truc-là était branlé. Et, et du coup, je trouve pas ça. Et du coup, en plus, là où ça amène à un autre problème, c'est que, effectivement, dans ces cas-là, si en plus il lui a donné la des correspondances, comme vous avez l'air de le dire, j'avoue, je ne me rappelle pas, mais je vous crois sur parole, euh, c'est qu'en plus, son intuition ne joue sur absolument rien, en fait, dans la résolution de ce code. Et c'est l'un des autres gros problèmes du film, en fait, c'est que son intuition qui est posée comme le truc central de l'intrigue du film dans les premières scènes, où alors on comprend qu'en fait l'intuition entre guillemets ça va être la nostalgie, enfin le vague souvenir qu'elle a de Longlegs. En tout cas, moi j'ai l'impression que c'était un peu ça la volonté. Malheureusement, c'est très mal exploité. Je trouve ça très très intéressant de se dire ah oui mais alors attends, en fait ce qu'on appelle intuition c'est plutôt une sorte de faux souvenir ou en tout cas de souvenir enfoui qui va nous amener vers voilà un chemin qu'on n'aurait pas imaginé et tout. Cette espèce de manière de à la fois lié, à la fois brouiller la limite entre nostalgie et intuition. Je trouve que c'était... Enfin, ça aurait pu être vachement bien. Mais là, le truc, c'est que à part dans la scène où elle regarde la maison et qu'il y a un zoom sur la maison et qu'elle dit
pardon, et qu'elle dit c'est là, c'est sûr, et que les autres sont en mode waouh, elle est trop forte. Ben en fait, la question de l'intuition, ça revient plus jamais après dans le film, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est posé comme étant la caractéristique principale du personnage et surtout la caractéristique qui lui vaut toute sa légitimité dans l'enquête principale du film, et ça ne sert à rien. Ça n'est jamais réutilisé dans le film. Donc là, vraiment, genre, comment t'as écrit ton truc en fait, mec? C'est pas possible de poser ça comme ça et de jamais y revenir et de jamais le réutiliser dans le scénario. Enfin, c'est la base quand même. J'ai compris sa réponse au chef comme une volonté de cacher son lien avec Longlegs. Peut-être que notre Cry, mais à ce stade-là du film, elle en est pas très consciente de son lien avec Longlegs. Bon, après, ça veut pas dire justement que par intuition, pour le coup, elle a envie de le cacher quand même. C'est très possible, effectivement. Ma théorie, c'est que vu qu'elle est liée à Longlegs, avec la poupée, elle sait comment déchiffrer ses lettres. Euh, Oui, donc on est sur la même théorie du coup. Il lui donne une lettre, elle la déduit et tout. Mais c'est facile puisque le mec écrit en anglais sans mélanger, il laisse les espaces, vraiment un ado le trouverait. Oui, alors comment le Zodiac il laisse pas d'espace. T'as aussi la séquence avec les tests bizarres à la police. Oui, mais c'est pareil, ça c'est vraiment au début du film quoi. Et encore une fois, bah, faire des tests à la police c'est cool, mais faut que ça serve plus tard quoi. Parce que comme c'est l'intention des enquêteurs, et ils s'en resservent pas. Donc c'est très bizarre de... Pardon. Est-ce que ça a bugué pour vous? Le stream a bugué chez moi, je sais pas si pour vous c'est ok. On va dire que vous êtes là. Quelques crashs, ok, bon, mais rien de catastrophique. Donc bref, c'est très très bizarre d'installer en fait comme ça la pierre angulaire de quelque chose qui ne trouvera jamais d'écho plus tard dans le film. Enfin, scénaristiquement parlant, ça n'a vraiment aucun sens. Il y a peut-être des scènes qui ont été coupées ou je sais pas, mais c'est très bizarre. Et donc ça amène aussi des problèmes de cohérence. Et en fait, le problème structurel du film, de manière générale, justement, vous citiez l'histoire de la poupée. La poupée, enfin les poupées, du coup, parce que Longlegs en crée quasiment pour, enfin en tout cas pour plusieurs de ses victimes, si ce n'est chaque victime. euh, En fait, c'est une sorte de véhicule satanique, les poupées, on va dire. C'est un élément assez énorme, mais ça n'arrive qu'à une bonne moitié du film, je crois. Alors que quand Lee et son supérieur trouvent une première poupée là sous le plancher et tout, c'est assez flippant comme image. La poupée est hyper réaliste, mais elle a deux trois cheveux tout filasses là, puis elle est trouvée toute recroquevillée sous le plancher. Au départ, on a l'impression que c'est un corps. Euh, L'idée est vachement bien, et puis mais en fait, moi c'est pareil, là à ce moment-là, je me suis dit, oh, ça a l'air d'être un gros bail le truc de la poupée, et comme la poupée maléfique, comme on la voit là à l'écran, c'est tout un motif de film d'horreur en soi, c'est tout. Je veux dire, il y a tellement de films d'horreur de poupées maléfiques, c'est quand t'amènes un thème de poupée maléfique comme ça, je veux dire, c'est difficile d'en faire qu'un accessoire, surtout qu'en plus c'est de toute évidence pas la volonté du film là, parce qu'à partir de là, l'histoire des poupées va devenir relativement présente. Là, c'est une poupée qui se cache sous ce drap noir, mais ça n'arrive qu'à une bonne moitié du film. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, mais là, on part sur complètement autre chose. Et en fait, les poupées, c'est un trop gros morceau qui veut être rentré au chausse-pied à partir de... Enfin, trop tard dans le récit, en fait. Ça marche plus. Au moment où on apporte ça, ça ne marche plus parce que, en fait, vous avez toute la première partie qui, très à la House Perkins, encore une fois, joue sur un côté un peu contemplatif, les belles images, les silences, les temps un petit peu étirés, la mélancolie, machin, tout ça, c'est vaporeux, blablabla. Et la deuxième partie, il est en mode bon, il faut qu'il se passe des trucs, faut qu'il y ait des péripéties, faut qu'on réponde aux questions, faut qu'on instaure des intrigues B, et en fait, enfin des sous-intrigues, et en fait, dans la deuxième moitié du film, il y a un carambolage d'informations et de scènes explicatives et de croisements d'intrigues, le machin, et en fait la daronne et Longlegs et machin, et le truc, le culte satanique et tout. Mais en fait, on a l'impression d'une première moitié qui tient bien en équilibre, qui est un peu vide, mais de manière volontaire, qui est jolie, qui est bien lisse, qui est bien... Voilà. Et la deuxième partie, c'est vraiment, putain, j'ai pas eu le temps de finir ma rédaction avant que la sonnerie, elle sonne, j'ai tout écrire très vite, quoi. Et en fait, tout se croise, et moi, j'ai décroché un certain... Enfin, franchement, je sais pas combien de fois, je me rappelle même plus les motivations de qui, de quoi. Enfin, je sais qu'il y a une histoire de culte satanique, mais... pourquoi passer par la daronne et par les poupées et par Longlegs? Parce qu'en plus, dans la deuxième moitié du film, malheureusement, le personnage de Longlegs, il perd énormément de son charisme. Alors non seulement parce qu'on nous montre son visage en entier, qui est bien maquillé, hein, c'est pas la question, mais on nous le montre beaucoup,
Et en fait, il est réhumanisé, alors que dans la première scène, comme je le disais, il était très créature de conte de fées, un petit peu. Il est réhumanisé, et en fait, on s'aperçoit que c'est vraiment juste un pauvre type, fanatique d'on ne sait quel culte, et qui est en fait juste un pion dans le jeu de Satan. Et c'est vraiment juste un pion. Et en fait, enfin oui, en fait, c'est vraiment juste un pauvre type. Et du coup, toute la force qu'il avait acquis dans le début du film, dans la première séquence absolument géniale, dans la séquence où il fait peur à Lee dans la maison, etc. Mais tout ça, ça part en fumée. Et en définitive, on a un personnage, surtout qu'en plus on arrive sur un Nicolas Cage qui cabotine un petit peu avec le moment où il hurle dans la voiture, le moment où il se tape la tête, la tête sur la table, bah, comme on voit la photo là, enfin, chez les flics, enfin au FBI, machin machin. Et en fait, on arrive à un personnage qui est juste un peu pitoyable. Alors peut-être que c'est voulu, je sais pas. Mais en tout cas, on a. Alors qu'en plus, il donne son nom au film. On a une perte d'intérêt totale pour ce personnage qui n'a plus. Qui ne. Au bout d'un moment, n'a plus le quart de la force, de la puissance d'évocation qu'il avait au début du film, dans la première moitié. Ça, déjà, je trouve ça très décevant. Après, vous pouvez décider, évidemment, d'avilir un personnage, de lui ôter de la puissance au fur et à mesure, et de le faire passer de tueur en série hyper mystérieux, hyper charismatique à juste pauvre type. Pourquoi pas? Mais j'ai pas l'impression que le film cherche consciemment à faire ça, j'ai juste l'impression qu'au bout d'un moment, il est obligé de faire de la place pour les autres trucs qu'il veut dire, pour les autres trucs qu'il essaie de caser, et que ça fonctionne pas, quoi, tout simplement, il n'y a pas de place pour tout ce qu'il essaye de faire. Et le problème principal qui va avec tout ça, j'y arrive dès que j'aurai rattrapé mon message. Non, j'ai pas compris si le FBI prenait au sérieux le fait qu'il existe des pouvoirs de médium ou pas. C'est pareil, ça, ils interrogent peu cette question, malheureusement. Ne pas pouvoir rester, je regarderai le replay, j'ai adoré l'ambiance du film, mais il y a de grosses faiblesses, comme le point que tu soulevais avec les codes, par exemple. Eh bien, écoute, notre crée passe une très bonne soirée, et merci d'être passé. Rigop, ah merde, faut faire un film. Non, mais en fait, là, du coup, avec les histoires en plus de flashbacks et de différentes familles, et de l'histoire de la famille du commissaire, la fin du mentor de Lee, c'est pareil, on le voit arriver longtemps avant la fin. Enfin, on sent qu'il va être victime, tout ça, c'est pareil, ça fait très Silence des agneaux, ou très Dragon rouge. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Oui, en fait, le truc, c'est que ça vient essayer de remplir une histoire qui n'était finalement pas du tout aussi compliquée et mystérieuse que la première partie du film voulait le faire penser. C'est un peu ce que m'expliquait Mathieu Jaborska, donc de Écran Large, au moment où je suis revenue de la projection presse du film et que lui, il l'avait déjà vu. Il m'a dit, enfin voilà, ce qu'il disait, c'était que en fait, tu te rends compte que tous les effets esthétisants, de mystère, de silence, de on passe les choses sous silence, etc. de la première moitié, c'est en fait juste de l'esbrouf pour camoufler le fait qu'en fait, bah, c'est pas mystérieux du tout et que l'histoire, elle est en fait, enfin l'intrigue, vraiment le cœur de l'intrigue, est finalement hyper cliché, construit sur des trucs qu'on a vus 1000 fois, et qu'en fait on nous cache volontairement des choses au fur et à mesure, juste pour ménager un suspense qui cache vraiment rien d'intéressant ni de compliqué en fait. Si ce n'est que ça devient compliqué parce qu'en fait c'est très mal expliqué en 2 temps 3 mouvements et qu'il y a trop de trucs qui se télescopent. Mais en soi, voilà, c'est juste au bout d'un moment faire des effets pour donner l'impression que t'as un film qui est brillant et qui part sur un truc hyper original et tout, alors que pas du tout. Et même ça se ressent, je trouve, dans la manière dont est dépeinte le personnage de la mère. Au départ, donc la daronne de Lee, on la connaît qu'à travers les coups de fil que Lee lui passe, donc on n'entend que sa voix au téléphone, et on sent que la relation avec sa fille est pas forcément parfaite, qu'elles sont pas forcément extrêmement proches, mais que quand même Lee tient à prendre des nouvelles d'elle, et que la mère, elle peut être un peu déconnectée, un peu voilà, mais que ça reste une personne normale. Et en fait, quand Lee va la voir en vrai, et non, en fait, on s'aperçoit que sa mère, elle est plus ou moins folle, quoi. Et en fait, on n'a pas du tout l'impression d'avoir affaire au personnage qu'on avait commencé à imaginer à travers les coups de fil. Donc il y a quelque chose qui est assez mal tenu par rapport à ça, et on se retrouve sur le cliché, du coup, de la mère qui perd un peu les pédales et dont la fille doit s'occuper. Juste ce que je trouve intéressant dans la manière dont est représentée la mère, c'est que là où Lee, comme on le disait, est toujours très isolée dans ses cadres,
Chez la mère, au contraire, elle a un trouble qui fait qu'elle garde absolument tout et que du coup, dans sa maison est extrêmement encombrée et qu'on peut pas respirer, qu'on peut à peine se déplacer. Et du coup, le parallèle entre Lee qui fait un blocage sur son passé et ses souvenirs d'enfance et du coup ne garde rien avec elle, bah la mère, au contraire, elle est complètement encore plongée là-dedans et prisonnière de ses souvenirs. Et donc, elle, au contraire, elle évolue dans un cadre extrêmement encombré et rempli de souvenirs. Euh, Ça, je trouvais ça assez intéressant. Mais sinon. Tout ce qui concerne la mère, en plus la manière dont elle est liée à l'histoire et tout, c'est lourdingue la manière dont c'est expliqué à la fin. C'est en fait là où le film jouait essentiellement sur l'atmosphère et les silences au début. Quand les histoires commencent à se croiser, en plus, il devient extrêmement explicatif, que ce soit à travers les flashbacks, les scènes, voilà, les scènes sur les poupées, c'est pareil, qui sont plus ou moins des flashbacks, en tout cas, qui viennent expliquer le dessous des choses, l'implication de la mère et tout, ça devient très explicatif par les dialogues, mais aussi tout simplement par l'image. Et ça, quand vous avez un film qui devient très très explicatif à la fin, c'est qu'au bout d'un moment, il a pas su poser les éléments avant, quoi. Pas de manière normale pour que ça qu'on puisse comprendre, sans qu'on ait besoin d'une disserte à la fin pour nous expliquer non mais en fait ça c'était ça et ça voulait dire que ça, on ne devrait pas avoir besoin de ça en fait, si le truc était bien construit, si l'histoire était honnête du début à la fin, vis-à-vis de où elle va. Euh, Ah oui, la scène où la FBI essaie de déterminer si elle devine des trucs en mode pseudo-science, c'est des cool, mais ils reviennent jamais. Ouais, non. Pour moi, le point de rupture, c'est au moment où Lee revient chez sa mère et qu'on parlait de l'homme du sous-sol, j'ai tout de suite cramé les twists. Elle a débuté. Elle a un début de syndrome de Diogène, la mère. Oui, c'est très possible. Mais oui, je suis d'accord. Enfin, pour moi, il y a différentes ruptures dans le film. Comme tu dis, King Games. Pardon. Pour moi, il y a la scène dont je parlais, donc quand elle déchiffre les codes, la scène de la poupée et la scène de la rencontre de la mère. Pour moi, c'est vraiment les trois marches de la dégringolade dans le film. Où après, ça va plus, quoi. Surtout qu'en plus, donc ensuite, vers la fin, on bascule plus dans le fantastique avec des yeux rouges, des poupées qui sont habitées par Satan et tout machin. Et, euh, et où en fait là du coup ça devient un peu too much. Enfin en tout cas on vient dans du fantastique qui est trop grossier je trouve par rapport trop grossier, trop cliché, qui jure un petit peu avec le fantastique style encore une fois un peu sous-entendu conte de fées qu'on avait dans le début du film quoi. Donc pour moi ça marche plus, ça marche vraiment plus. Euh, et je trouve ça très dommage parce que c'était tellement prometteur sur le début quoi, sur la première partie qui encore une fois je trouve assez géniale quoi. Euh, je regarde un petit peu, qu'est-ce que j'aurais voulu vous dire d'autre. Ouais, je crois que je vous ai dit l'essentiel. Mais ouais, j'ai un regret pour ce thème de l'intuition qui peut toujours être passionnant, alors qui est très souvent utilisé hein, dans les films. Alors donc ça l'était déjà dans Silence des agneaux, ça l'était aussi dans Misanthrope, ça l'est dans plein de films de toute manière. Ah oui, bah si, justement. Un truc que j'ai trouvé à la fois intéressant et que je ne comprends pas, c'est que justement dans Silence des agneaux, il y a un lien qui est créé entre, alors non pas entre Clarisse et Buffalo Bill, mais entre Clarisse et Hannibal, et du coup de Hannibal à Buffalo Bill. En fait, il y a quand même un lien entre Clarisse et Buffalo Bill. Le lien, c'est justement que ce sont deux éléments complètement opposés. C'est comme c'est comme les deux pôles positifs d'un aimant. En fait, ils sont totalement opposés l'un à l'autre. C'est quelque chose dont je parle dans ma vidéo d'analyse. En fait, là où Clarisse réussit à se mettre sur la voie, c'est qu'en fait, euh, enfin c'est grâce à Hannibal bien sûr, mais si Hannibal justement veut l'aider, c'est parce que ce que je disais dans ma vidéo, c'est qu'ils sont vraiment comme deux opposés d'un même spectre. Donc sur le spectre de l'humain, euh, Hannibal était cette espèce de super prédateur aussi extrêmement accompli dans tout ce qui fait un être humain un humain, hein, la maîtrise des arts, le dessin, la musique, l'expression orale, tout ça, la lecture. Mais du coup, il est aussi expert en termes de cruauté, de crime, de manipulation, etc. Voilà, et dépourvu, bien sûr, d'empathie. Clarisse, elle est totalement à l'autre bout du spectre, dans le sens où c'est peut-être une personne moins accomplie, en revanche, elle est incapable, elle est spécialement droite et juste dans sa tête, enfin, exceptionnellement droite et juste, et purement humaine. C'est-à-dire que Hannibal est à la fois maîtrise tous les artifices de l'humain, mais n'est pas humain quelque part, et Clarisse c'est le contraire.
elle ne maîtrise rien de ce que lui il maîtrise, mais elle est irrémédiablement, irréductiblement humaine et bonne, telle qu'il ne saurait jamais l'être. Et c'est pour ça qu'il est spécialement touché par elle et qu'elle lui apparaît comme une figure religieuse et qu'il veut l'aider. Parce que c'est de voir l'existence d'une femme comme Clarisse qui lui donne alors que lui est purement misanthrope, qui lui donne une certaine foi en l'humanité en fait, et c'est pour ça qu'il veut la sauvegarder à tout prix. Et c'est en ça en fait, c'est par cette manière d'être mutuellement excluant avec les personnages de tueurs que elle a un lien finalement avec eux quelque part. Et dans Misanthrope, il est développé aussi que le personnage de Shailene Woodley, donc qui s'appelle Eleonore, elle a un lien pour le coup avec le tueur parce que elle partage avec lui une forme de dépression, de misanthropie justement, d'inadéquation au monde, etc. Et que donc elle peut se mettre plus ou moins à sa place. Et donc là, avec dans Longlegs, pardon, c'est évident qu'il y a un parallèle qui est dressé aussi entre Lee et Longlegs. Simplement, ce parallèle, je ne le comprends pas. Si ce n'est que, voilà, ils se sont rencontrés quand Lee était enfant. Mais à part ça, donc voilà, là vous avez par exemple l'image quand elle crie au volant de sa voiture, ça fait évidemment écho au moment où Longlegs crie dans sa voiture, au volant de sa voiture, même s'il crie pas pour les mêmes raisons, parce que lui, il chante, il s'enjaille, enfin voilà. Elle est où la photo? Voilà, bah il y a aussi ces deux photos-là, où on compare chant contre chant les cheveux de Lee qui parlent à Longlegs et les cheveux de Longlegs qui parlent à Lee. Et donc quand il crie au volant de sa voiture, nanana... Si j'avais été intelligente, j'aurais collé les deux photos, voilà. Donc voilà, il y a vraiment une volonté dans la mise en scène de faire un parallèle entre ces deux personnages, mais pourquoi? Parce que je ne comprends pas. Si ce n'est le fait que ça fait longtemps que lui, il a intégré Lee à son schéma de tueur en série, et que donc ils se sont connus quand elle était petite, machin. Sinon, je ne comprends pas pourquoi cette espèce de superposition des deux personnages. C'est peut-être moi qui suis con, hein. C'est très possible qu'il y ait un truc évident qui m'échappe, mais je vois pas. Je ne vois pas. Si ce n'est que... Est-ce que du coup... Enfin... Ouais, non. Le lien, c'est la mère, mais en même temps, quand elle était petite, Longlegs, il était déjà adulte, c'était déjà un tueur et tout, donc je... Je sais pas pourquoi, en fait. Je sais pas ce que... Et ça, comme par hasard, c'est quelque chose... Enfin, c'est parallèle qui commence à arriver dans la deuxième partie du film. Et encore une fois, pour moi, là, on est un peu sur de l'esbrouf, sur de l'effet, qui cherche à faire comme s'il avait des choses à dire, alors qu'en fait, non. Je trouve, hein. Encore une fois, c'est très possible que juste je sois pas capable de détecter quelque chose de pourtant parfaitement limpide et intelligent. Mais pour moi, c'est encore un défaut de construction, de clarté dans les significations. Moi, je trouve que ça fonctionne encore, la scène de la voiture, mais c'est vrai que le perso de Longlegs est complètement plus crédible avec l'interrogatoire et aussi les flashs des serpents, c'est nul. Ah, c'est vrai que j'avais oublié les images sur les serpents. Tu vois, ça c'est encore un truc encore en mode effet d'esbrouf, parce que pour le coup, moi j'aimais plutôt bien les flashs sur les serpents, parce que donc effectivement, j'avais complètement oublié. Mais par moment, il y a des inserts, donc oui, des sortes d'images flash, effectivement, sur des corps entremêlés de serpents qui bougent comme ça, et je crois que les plans, ils sont rouges, il me semble hein, que c'est dans une lumière rouge ou un truc comme ça. Moi, je trouvais ça bien au début, quand je pensais que ça allait servir à quelque chose, quand je pensais qu'il allait y avoir une utilité à ça, parce que ça rajoute une sorte d'originalité, bon, voilà, d'esthétique, bon, pourquoi pas. En fait, bah, comme le reste, ça ne sert à R. Ça sert à rien. C'est vraiment juste pour faire style. Et pour se dire, bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour rajouter un peu de faire de l'elevated horror, là, hein, pour faire un petit peu de montrer que, voilà, j'ai un sens de l'esthétique et j'ai un sens de, voilà, que mon film, il est bizarre. Non, ça marche pas. Ouais, non, mais pareil, Rigop. Donc, moi, au début, j'étais en mode genre, ah ouais, waouh, trop bien, trop chouette ce pari, à quoi ça va servir, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est simple, ça veut rien dire. Voilà. Donc, déception de plus. C'était bien dommage. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre par rapport à ça? Je sais plus. Ah si, oui, voilà, que en fait, c'est pas étonnant que la promo du film, elle ait été si excellente et qu'il y ait tant de gens qui aient été extrêmement euh, impatients de le découvrir, c'est parce qu'en fait, c'est le genre de film rêvé pour faire une bande-annonce efficace. C'est l'idéal, parce que vous avez une tonne d'images extrêmement jolies, un peu étranges, bien construites, avec chacune, voilà, un côté bizarre et original, de trucs pas vus avant, et qui sous-entendent beaucoup de choses. Le problème, et donc ça, pour me mettre dans une bande-annonce, vous pouvez en mettre plein,
entre les flashbacks, les apparitions, les machins, les poupées, les yeux rouges sous le drap noir, la tête à moitié montrée de Longlegs qui hurle dans la voiture, Longlegs qui se tape la tête sur la table, ou que sais-je. Vous avez, en fait, si vous prenez seconde par seconde, vous avez de quoi sous-entendre le chef-d'œuvre du siècle. Vraiment, enfin, en tout cas, le film le plus bizarre et le plus flippant que vous puissiez trouver. Ça, oui. Par contre, bah, en fait, voilà, il y a que ça. Enfin, non, y a pas que ça. Encore une fois, je trouve que la première moitié du film, elle vaut beaucoup mieux que ça. Mais si on prend la chose dans sa totalité, ou en tout cas la deuxième partie, c'est voilà, c'est vraiment en fait, oui, des images, des idées d'images comme ça, de se dire bon, ce plan-là, il pourrait être stylé, alors vas-y, je trouve un moyen de l'insérer dans mon film. Enfin, je sais pas comment en réalité Osperkins a construit le truc, mais en tout cas, ça fait extrêmement artificiel ce genre de choses. La deuxième partie du film fait extrêmement artificielle, donc oui, il y a largement la matière pour intriguer énormément avec une bande-annonce quand on peut montrer quelques secondes d'image à droite à gauche, quelques plans pris comme ça, mais ça fait pas un film correctement construit malheureusement. Juste serpent égale peur, bah alors je sais pas, alors moi par exemple les serpents ça me fait pas peur du tout, hein. Moi les serpents c'est des petits animaux mignons, hein, donc ça marche pas si c'est ça l'idée. Et puis même, faire peur, ok, mais il faut que tu le rattaches à quelque chose, parce que par ailleurs, voilà, ce qu'on disait sur faire peur ou pas faire peur, moi je trouve quand même que le film il fait peur dans sa première partie, dans la première partie qui est réussie, qui est efficace, il y a des scènes qui vraiment me font flipper. Il y a des gens qui disent, mais en fait il aurait pas fallu le vendre comme un film d'horreur, c'est pas un film d'horreur, machin machin, il fait pas peur, il faut bien reconnaître qu'il fait pas peur, machin. Si, moi je trouve, ne serait-ce que cette photo là, avec la silhouette de Longlegs en bas à droite, ça me fait flipper. Enfin, après, c'est ma sensibilité, encore une fois, mais moi j'ai trouvé qu'il y a des scènes qui faisaient vraiment peur. Alors, c'est pas le genre de truc qui va m'empêcher de dormir non plus, mais je trouvais ça vraiment stylé. Il réussit à faire peur et c'est pour ça quand même. C'est quand même un film que je conseille parce que, encore une fois, ne serait-ce que pour le génie de la scène d'introduction et de quelques autres scènes qu'on a citées, je le conseille parce que il va vous apporter quelques frissons qui méritent d'être ressentis. Euh, et parce que je pense que Osperkin c'est quand même en voie d'amélioration et qu'il va pouvoir encore sans doute faire des choses cool. Et tant mieux, je sais pas à quoi ressemblera Monkey, mais voilà, donc et puis pour Maïka Monroe, enfin c'est un film que je conseille d'aller voir malgré tout. Simplement, il faut savoir qu'il y a une grosse déception à la clé. Après, le fait qu'on soit déçu par la manière dont se conclut le film alors que les promesses étaient si hautes, ça n'enlève pas l'efficacité et la puissance des premières scènes qui valent le coup d'être expérimentées, enfin d'en faire l'expérience, elles, quoi. Ça n'enlève pas leur force. Donc pourquoi s'en priver? Même si les autres scènes, les scènes qui viennent après, sont pas aussi bien, elles valent le coup, je trouve. Dans la RG, il y avait des vocaux non utilisés de Longlegs cachés dans les messages, des rapports de police, le forum de Longlegs. Non, mais j'ai pas fait la RG. Mais ça devait être très, très cool. Voilà globalement ce que je voulais vous dire sur le film. Euh, Mais du coup, voilà, moi, dans la première moitié, je me disais, oh, j'arrêtais pas de me dire, putain, mais ce film est génial, ce film est génial, ce film est génial, incroyable, pourquoi est-ce que j'ai tant de gens autour de moi qui m'ont dit qu'ils avaient été déçus, je comprends pas. Et même mon copain, mon copain, au moment où j'ai dit que j'allais voir le film, il m'a dit, courage. Donc j'étais en mode, genre vraiment, oh là là, ça me désespérait tellement. Et le film a démarré, et je me dis, pourquoi il m'a dit courage alors que c'est génial? Qu'est-ce que. Quoi? Et le film défilait et je me disais mais c'est trop bien, mais c'est trop bien, mais j'adore ce film, pourquoi est-ce que les gens étaient déçus? Et est arrivée la deuxième moitié et je me suis dit ah, c'était donc ça. Dur, coup dur. Franchement, oui, la déception est un peu à la hauteur justement des promesses de la première partie. Mais comme je le disais, comme quelqu'un d'autre le disait dans le chat, l'impression globale reste quand même positive parce que la force des séquences réussies l'emporte sur les séquences ratées qu'on finit par oublier, bon, voilà, qu'on finit un peu par oublier. Ça n'empêche pas que du coup le film n'est pas entièrement réussi, que dans sa construction même il est raté, et qu'on peut être vraiment énervé par le côté grosse arnaque de la deuxième moitié, mais on retient quand même les coups de génie, et ça c'est important. Je pense que ça vaut le coup pour ça. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film. Est-ce que vous avez envie de faire de nouvelles remarques ou de poser des questions ou whatever avant que nous nous disions bonne soirée? Malgré ma semi-déception, dès que je peux préco le Blu-ray 4K, c'est direct. Ouais, je comprends. Je comprends King Games. Franchement, c'est un film que j'aurais plaisir à faire découvrir à des gens en les prévenant que le film sera pas parfait tout du long, mais en même temps, j'ai tellement envie de voir le sentiment des gens par rapport aux séquences qui sont réussies, quoi. Euh,
de voir ouais, comment ce sera reçu. Enfin, c'est déjà plus ou moins bien reçu, hein, mais... Voilà, mais écoutez, si vous n'avez pas tant plus de remarques... Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, je sais que j'ai malheureusement pas beaucoup streamé ces jours-ci, parce que, voilà, comme je vous le disais, j'ai pas été très dispo, j'ai pas été trop là et tout, et ça me frustre, moi la première, parce que la semaine dernière, je vous ai dit oui, j'attendrai pas aussi longtemps la prochaine fois que je vous ferai un stream Immortality, on va vite reprendre Tomb Raider et tout machin. En fait, à chaque fois, évidemment, je n'ai jamais le temps de me consacrer à mes streams comme je le souhaiterais. Donc j'en suis désolée si les choses peinent à avancer et que tout prend du temps. Bon après, je suis pas con non plus, je me doute que vos vies ne tournent pas autour de mes streams et que le fait qu'il y ait 2 jours ou une semaine qui se passe entre deux streams Tomb Raider ou quoi, c'est pas le drame pour vous. Mais moi, j'aimerais quand même j'aimerais être plus régulière et que vous puissiez compter un peu plus sur moi pour égayer vos soirées si vous en ressentez l'envie ou le besoin ou whatever. Donc bref, tout ça pour dire que ce week-end je vais pas pouvoir streamer non plus, tout simplement parce que pour le 14 juillet j'essaye d'être un petit peu présente auprès de ma grand-mère. Voilà, et donc je streamerai la semaine prochaine, oui, a priori, mais je ne sais pas exactement quel jour, comme d'habitude je vous tiens au courant et je suis désolée de ces absences répétées. Voilà. Mais écoutez, toujours pas de remarques. Donc le marketing était un peu mieux que le produit fini, mais c'était un moment sympa. Ouais, ça c'est quand même dommage quand on en vient à dire que le marketing était mieux que le produit fini, mais en fait c'est quelque chose qui se produit souvent, hein, il faut bien le dire. Mais je suis d'accord. Mais voilà, franchement, encore une fois, s'il y en a parmi vous qui l'ont pas vu, je voudrais pas du tout vous avoir découragé de le voir parce que vraiment, vraiment, les aspects réussis valent le coup. Acceptez que oui, sur le moment, il y a des choses qui vous décevront, mais que c'est des choses que vous retiendrez pas, c'est pas grave, mais vous continuerez d'être habité par les moments géniaux et ça vaut le coup. À terme, ça vaut le coup. Moi, je continue, alors que ça fait un moment que je l'ai vu maintenant, je continue d'être habité par la scène d'introduction, je continue à repenser à la scène dans la maison le soir et tout. Les choses bonnes, elles restent en moi et les choses pas bonnes, je les ai quasiment oubliées. Bon, c'est dommage au sein du film, effectivement, que ça fonctionne pas, on est d'accord, mais le film m'a vraiment apporté des choses quand même. Voilà, le positif reste avec moi et ça c'est très cool, donc vraiment si ça vous tente un tout petit peu, ne vous laissez pas influencer par les défauts du film que j'ai soulevé, si vous ne l'avez pas encore vu, et allez-y quand même, franchement. Voilà. Et vous pourrez me dire après si ça se trouve, vous adorerez. Il y a plein de gens qui l'adorent en plus du coup. Hein. Il y a plein de gens. Il a de très bons retours aux États-Unis. Au NIF, moi j'ai parlé avec des gens qui lui ont trouvé les mêmes défauts que moi et des gens aussi qui l'ont adoré. Donc il se peut très bien que vous l'adoriez quand même. Hein. Donc ne vous en privez surtout pas parce que moi j'ai dit qu'il avait des défauts. Ah oui, tu l'as vu en VF? Ah, je serais curieuse de voir ce que ça donne en VF. Enfin, j'irai pas jusqu'à le voir en VF parce que bon, la flemme de me le refaire juste pour voir la VF, mais et que si je le revois, je pense que je résisterai pas à me le refaire en VO, mais curieuse de voir comment ils ont fait la voix de Longlegs et tout. En vrai, ça passe. J'ai bien aimé. Bah écoutez, bah voilà, très bien si vous restez positif. It is the principal. Et bah écoutez, merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que ça vous a un petit peu intéressé. Et on se retrouve bientôt pour un stream jeu et d'autres streams cinéma, etc. Et promis, je réfléchis à la prochaine watch party. J'ai pas encore décidé ce que ce serait, mais j'y réfléchis, j'y réfléchis, j'y réfléchis. Bonne soirée tout le monde et n'hésitez pas à me donner des nouvelles sur les réseaux ou lors de prochains streams lorsque vous aurez vu Longlegs, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, et dire ce que vous en avez pensé. Très bonne soirée, bisous.